Bonjour et bienvenue dans ce Québec pas libre qui est désormais le nôtre. Je parle bien sûr ici de ce petit Québec qui a en fait sans doute jamais été aussi peu libre et qui de jour en jour devient d'ailleurs encore et toujours moins, notamment grâce à de super lois à saveur totalitaire qui nous viennent d'abord en très bonne partie de notre cher gouvernement fédéral. Je parle bien sûr ici du C2, C5, C8, C9, C11, bien sûr C63, et on s'entend-tu que c'est assez comme ça. Tandis que le Québec n'est pas en reste. Il a quand même passé le projet de loi 50, 57, 98. Il y en a sûrement d'autres qui m'échappent, qui ne me viennent pas comme ça. Mais vous voyez un peu le débalancement. C'est comme pas juste. Le gouvernement fédéral, il fait plus de projets de loi totalitaires que le Québec à date. On dirait que le Québec, il a voulu se venger, il a voulu se rattraper. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est dit, hey, un peu comme quand les États-Unis disaient on va gagner la course sur la Lune face à la Russie, on va marquer un grand coup. Il a dit non, au Québec, on va faire une constitution, rien de moins. Et puis, d'ailleurs, pour mieux en parler, qu'est-ce que j'aurais pu possiblement inviter de mieux que Michael Perrault en personne? Et puis, ici présent d'ailleurs. Alors, bonjour Michael, merci d'être là. Salut Charles-Olivier, merci de me recevoir encore. Je pense que ça va être une belle discussion encore une fois. Puis j'aime ton introduction. Puis écoute, pour ce qui est des lois totalitaires, le Québec laisse pas sa place cette fois-là. Oui. Fait que, tu dis merci, mais merci de dire merci. Merci à toi pour ta gentillesse et ta politesse, parce que j'ai surtout l'impression que c'est moi qui était après toi, là, puis donc c'est surtout toi qui me fais une faveur de venir, parce que tu avais l'air vraiment d'autres choses à faire. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est un sujet important, puis je pense qu'il faut qu'on en discute, là. Fait que, ouais, c'est une bonne chose d'être ici aujourd'hui. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, tout le monde, là, Michael, il est juste pour nous prêter sa voix. Là. On ne pourra même pas avoir son image, pourtant, on ne peut plus présentable. Mais, au moins, on a cette chance-là. Il nous donne qu'est-ce qu'il peut nous donner. Puis d'ailleurs, de toute façon, ceux qui ne connaissent pas Michael, qui ne savent pas à quel point que ce bonhomme-là peut se débrouiller, pour le moins qu'on puisse dire, que ce soit en loi ou en droit constitutionnel, carrément, bien, rassurez-vous, ça tombe bien parce que je vais tout pitcher les liens dans la description d'emblée de nos de nos deux entrevues précédentes, plus de celle-là qui m'avait fait le connaître au départ, qui avait donné à André Pitt à Lux Media plusieurs années de ça, mais qui a repartagé justement sur son wall récemment parce que c'était commencé à être assez pertinent, merci. Hein? Surtout que les choses ne s'améliorent pas. Fait que pour en venir finalement à cette fameuse constitution-là, moi, je sais pas si vous avez remarqué, je suis toujours un peu excité et énervé là, quand Michael est là, parce que moi-même, je brûle de lui poser mes questions. C'est comme un petit élève avec son prof. Là. Fait que là, la première chose qui me brûle pour point ou plutôt, en tout cas, je ne sais pas trop, là, qui me démange, là, c'est que, me semble, là, toi qui connais tellement la matière, Michael, en termes de légitimité, il n'y a pas un petit bug à quelque chose. Si la CCQ était là, peut-être qu'il pourrait nous aiguillonner aussi dans ce sens-là. Là, pour la commission, dédiée les gars qui travaillent depuis des années sur une constitution là, au Québec, mais eux autres même disent c'est pas nous qui va décider une petite gang là, pour tout le monde, même si ça serait 10 fois mieux sûrement que ce que Legault a fait. Puis tu sais, c'est comme il faut que ce soit inclusif, il faut faire participer. Mais là, une gang, la CAQ, ultra bas dans les sondages, comme il faisait remarquer Nancy Veilleux, je vais mettre les liens aussi, c'est bon, c'est quand même un reportage qu'elle a fait. Mais ça, il y a un bug de légitimité majeur. Qu'est-ce que tu en penses, Miguel? Ben écoute, comment expliquer la légitimité? Il ne faut pas oublier que le Québec, en premier lieu, c'est une monarchie constitutionnelle sans roi. OK? Puis dans une monarchie, ben, c'est tout le temps la tête, c'est tout le temps le roi qui décide de ce qui se fait vers le bas. Fait qu'en termes de légitimité, j'ai le goût de dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Est-ce que c'est correct de le faire? Je crois pas. C'est pas du tout dans les principes démocratiques. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme tu le dis, là, aujourd'hui, ce qu'ils nous ont présenté le 9 octobre, c'est pas une constitution pour le peuple du Québec. C'est une constitution qu'ils ont écrit pour eux, par eux, puis qu'ils vont nous forcer sans référendum, fort probablement. Là. Fait que là, on est rendu à vouloir adopter un projet de loi constitutionnelle
sans passer par l'avis du peuple, zéro, là, ça n'a aucun bon sens. Puis, dans cette constitution-là, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Tu te rappelles un peu de ce qu'on parlait les dernières fois, là, donc surtout le problème de séparation des pouvoirs au Québec, le fait que le gouvernement, les ministres, ça n'a jamais été élu, c'est pas élu, puis ça a toujours été nommé. Puis que cette branche exécutive-là, le gouvernement, contrôle aussi le législatif et le judiciaire. Ben là, avec la Constitution qui nous présente là, c'est encore pire. C'est encore pire que ce que c'était avant. Ça en devient un. Fait que déjà, excuse, je t'interromps, mais Non, il n'y a pas de problème. Je t'interromps parce qu'après ça, c'est pour mieux te laisser continuer, bien sûr. Mais autrement dit, il y a une double aggravation de ce qu'on voyait déjà. C'est-à-dire, il y a une aggravation au niveau du processus, parce que ça, notamment toi, tu l'as beaucoup décrit, comment que c'est. Même entre la légalité et la légitimité, il y a deux choses, là, mais plus. Déjà, au fil des dernières décennies, hein, il y a une sorte d'oligarchisation, si on veut, de notre simili-démocratie. Fait que déjà qu'on n'a pas de démocratie directe, il n'y a pas de référendum, il n'y a surtout pas constitué le peuple, c'est important, même sur une constitution, mais qu'en plus, au niveau du contenu, cette simili-constitution-là, à remplir elle aussi, encore, ce qui est encore plus grave, les choses. Hein? Oui, comme on dit en anglais, il double down, il en rajoute par-dessus. Ouais. Puis je trouve que c'est très grave, il faut que les gens comprennent ça. Fait que je vais partager mon écran, je vais commencer un petit peu le sujet. On va reparler un petit peu pour mettre en contexte les gens de c'est quoi une démocratie, puis le principe de séparation des pouvoirs. Fait que ça va mettre un peu le monde en contexte pour comprendre où est-ce que j'en viens avec cette constitution-là. Oui, puis tu sais, surtout que tu as remarqué, hein, quand d'où ça part ce live-là, hein, c'est parce que moi, c'est par Michael que je l'ai appris sur son profil Facebook anti-ministre à la SNAT. Là, il a partagé ça, cette information-là, puis je n'étais pas tout seul qui disait hey, mais comment ça, on veut en savoir plus, on veut comprendre plus. Lui, évidemment, il a sûrement lu tout ce projet-là, pas nous autres. Puis de toute façon, le lire puis comprendre, c'est deux choses. Puis là, nous, on sait que lui, il va voir des choses qu'on ne voit pas dans tout ça, puis il va voir, être capable de mettre en priorité puis en ordre de qu'est-ce qui est plus grave là-dedans. Autrement dit, moi, je pense que je rends service à d'autres aussi qui voulaient en savoir la lecture de Michael sur qu'est-ce qui spécifiquement bug le plus dans ce torchon-là. Nouveau torchon. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je crois que sur Restream, il va faire t'acceptes ma demande pour partager mon écran pour que les gens voient. Comment qu'on fait ça? Bon. On l'avait déjà réussi pourtant. Oui, attends, je vais renvoyer la demande. Ouais. Parce que. Et tu devrais peut-être avoir quelque chose. Oui, à tout de suite. Yes, parfait. OK. C'est bon. Donc, je vais commencer par cette introduction-là. Il faut que les gens comprennent bien, parce que les gens parlent de démocratie, mais ne comprennent pas pantoute c'est quoi une démocratie. Puis dans la démocratie, il y a un principe fondamental. Fait que quand on parle de fondamental, on parle d'un fond, de ce qui constitue le fondement. Puis on le sait, une bâtisse, une maison sans fondement, ça s'écroule. La fondation, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, le principe de la séparation des pouvoirs, c'est fondamental dans une démocratie. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de démocratie. Ça divise le gouvernement ou la gestion en trois branches, qui est le législatif. Le législatif, c'est ceux qui votent, adoptent des lois. L'exécutif, ça, c'est le gouvernement, c'est ceux qui mettent en place les lois, donc ministres et compagnie. Puis le judiciaire, qui, eux, interprètent et font appliquer les lois. Donc, on parle de tout ce qui est juge, policier et compagnie. Donc, chacun devrait avoir des rôles distincts, des contrôles sur les autres. Donc, le législatif ne devrait pas contrôler l'exécutif ni le judiciaire, puis l'exécutif ne devrait pas contrôler le législatif ni le judiciaire, etc. Chacun devrait être indépendant des deux autres pour empêcher qu'une branche domine, ce qui nous protège de la tyrannie. Donc, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, par définition, on parle de dictature et de tyrannie. Donc, ici, on a une petite définition. Branche législative, élaborer les lois. Branche exécutive, appliquer les lois. Et la branche judiciaire, interpréter les lois.
Quand on répartit les pouvoirs, ça favorise l'équilibre, encourage la délibération, protège les libertés individuelles. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a aucune protection des libertés individuelles. Le but d'avoir les pouvoirs séparés, c'est que, bon, si la branche législative vote une loi qui est liberticide, la branche exécutive ou judiciaire peuvent la faire annuler ou vice-versa. Si l'exécutif met en place des trucs qui sont contre la loi, ben, le législatif peut légiférer contre ça, le judiciaire peut les empêcher de le faire. C'est pour ça que c'est important, la séparation des pouvoirs. Si, mettons, je me faisais l'avocat du diable, là, me mettais à leur place à ces pourris-là, j'imagine que là, eux autres, ils pourraient dire quelque chose de oh, mais non, mais là, M. Perrault, vous exagérez parce que en réalité, c'est encore tout à fait séparé, ces pouvoirs-là, gna, gna, gna. À part que, ben, je pense que tu vas vraiment en parler là, de comment que le législatif et l'exécutif, c'est complètement là, fusionné. Mais même le judiciaire, ils vont dire ben non, mais il y a une indépendance du judiciaire. Ben, alors que, tu sais, parce que c'était toujours, hein, c'est dans le diable est dans les détails, hein, c'est toujours dans la subtilité. Ils n'arriveront pas d'un matin pour dire le judiciaire est officiellement et complètement inféodé au législatif, et exécutif, au gouvernement. Ils ne font pas les mêmes erreurs que genre les totalitaires du passé, comme Staline et Hitler, dans ce cas-là, comme dans l'ensemble. Sauf qu'on le voit bien que plus ça va, on l'a vu dans la COVID, là, ben là, les juges, vous avez arrêté d'annuler l'étiquette, là. Du jour au lendemain, l'étiquette, il s'annulait plus. Tu sais, le fil conducteur, il est assez clair, pareil. Ben, c'est un peu ça le problème au Québec, c'est qu'il n'en existe pas aucune séparation des pouvoirs. La branche judiciaire est contrôlée par ce qu'on appelle le ministre de la Justice. Donc, c'est un ministère de l'exécutif. Donc, la direction de la branche judiciaire est décidée par un ministre exécutif. Puis, on le sait, on en a parlé souvent, les ministres qui ne sont pas élus, le gouvernement, les ministres, premiers ministres, c'est pas élu, c'est nommé par le lieutenant-gouverneur, siègent aussi comme députés dans le législatif. Donc, on a la branche exécutive au Québec qui contrôle à la fois le législatif et le judiciaire. Il y a zéro séparation des pouvoirs au Québec. Puis ça le dit bien ici, sans cette séparation, le pouvoir peut se concentrer, risquant l'autoritarisme et l'érosion des valeurs démocratiques. En bref, la séparation des pouvoirs est une pierre angulaire de la démocratie, garantissant qu'aucune entité ne monopolise le contrôle et protège les droits. Donc, c'est fondamental pour parler de démocratie. Il faut avoir une séparation des trois pouvoirs, ce qui n'est pas le cas au Québec, mais pas du tout. On le sait, les ministres, ils siègent à l'Assemblée nationale. Donc, tu as des gens, exemple François Legault, il porte à la fois un chapeau d'exécutif, donc il est premier ministre, et un chapeau de législatif parce qu'il est député à l'Assemblée nationale. D'où ton nom Facebook de anti-ministre, ministre pour ministre, à la SNAT, donc pour l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, ça semble être une cause qui te tient un peu à cœur, mettons, ces bords. Oui, ben, je veux dire, c'est le cœur, c'est le fondement de la démocratie. Je pense, et pas juste je pense, c'est fondamental, les ministres ne devraient pas être à l'Assemblée nationale. Ils ne devraient pas avoir les deux rôles, ils ne devraient pas siéger à l'Assemblée nationale. Donne-moi un conflit d'intérêts, parce qu'on ne répétera pas tout ce qu'on a dit, hein, mais ce que tu as dit beaucoup dans nos entrevues précédentes, mais je veux dire, il y a en bon petit élève, j'ai quand même appris mes leçons. Là. Donc, autrement dit, si l'Assemblée nationale, parce que hein, c'est devoir, pas juste ses pouvoirs, un devoir d'exercer une vigilance, une surveillance sur l'exécutif qui est censé, lui, être inféodé. Hein, c'est comme le peuple est censé être en haut, l'Assemblée nationale, elle répond, elle veut dire, elle est en train de représenter le peuple, elle est censée être la bosse de l'Assemblée nationale. Là. Puis l'exécutif est censé être son petit laquais là, qui fait les ordres. Exactement. Là, ici, on peut le montrer vite fait de ce que tu parles, l'article 4 de la loi sur l'Assemblée nationale, qui dit que l'Assemblée nationale a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et ses organismes. Donc, on avait soulevé la question à savoir comment est-ce que l'Assemblée nationale peut exécuter son pouvoir de surveillance si les ministres et le gouvernement siègent à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que ben, les ministres peuvent faire ce qu'ils veulent, après ça, rentrer à l'Assemblée nationale sous leur rôle de député, puis se blanchir. Donc, ils se surveillent eux-mêmes. C'est l'accusé devient juge, puis ça fait aucun sens. Là. Pour le monde qui ne comprenne pas trop, puis même aussi, moi,
parfait ma compréhension à travers le temps. Puis, hein, il y a un exemple qui me vient là maintenant qu'on rebrasse ça. Je me dis, c'est comme dans un CA. Tu sais, un CA, je veux dire, un CA, puis là, tu as le directeur général. Le directeur général, il est censé être inféodé. Il reçoit ses ordres du CA. C'est pour ça que d'habitude, il ne siège jamais, le directeur général, sur le CA. Exactement, c'est le même principe ici. Mais là, c'est toute la même gang. Là. Même principe ici. Donc, on a un gros problème de séparation des pouvoirs au Québec. Moi, ça fait plusieurs années, tu le sais, que je dénonce ça, que je dis que les ministres ne devraient pas siéger à l'Assemblée nationale. Je dénonce aussi le fait que le gouvernement, ça n'a jamais été élu. C'est écrit ici, le Conseil exécutif du Québec, donc le gouvernement, est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer. Donc, nulle part ici, c'est écrit qu'un premier ministre est élu. Un premier ministre est nommé par le bon vouloir arbitraire du lieutenant-gouverneur. Autrement dit, pour dire un exemple qu'on n'a pas dit encore à date dans nos lives, il pourrait arriver à mener une espèce de lieutenant-gouverneur complètement flyé, là, qui a pris trop d'acide, je ne sais pas. Puis là, il dit, mettons, François Legault, mettons, il perdrait les prochaines élections. Il perdrait solide, là. Là, le lieutenant-gouverneur dit, non, je trouve que c'est François Legault qui est mieux approprié. Il pourrait dire ça. Oui, il pourrait, il aurait le droit, puis au contraire, il devrait nommer un gouvernement à l'extérieur de l'Assemblée nationale. C'est pas ce qu'il fait. Oui. Donc, les gens pensent que c'est normal que le lieutenant-gouverneur nomme ses ministres dans l'Assemblée nationale, mais il n'y a rien de plus antidémocratique que ça. Puis il est là le cœur du problème. C'est-à-dire, je t'avais déjà donné l'exemple, imagine que le lieutenant-gouverneur demain nomme son gouvernement à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, elle est indépendante et libre de pouvoir modifier des lois comme elle veut sans ingérence du gouvernement. Puis je t'avais dit que le but serait que la loi sur l'exécutif soit modifiée pour qu'au lieu que le gouvernement soit nommé par le lieutenant-gouverneur, ben qu'on ait deux élections, qu'on ait une élection de l'Assemblée nationale de députés, puis qu'on mette en place, en modifiant ces articles-là, une élection aussi du gouvernement. Donc, au lieu que ça soit écrit, le lieutenant-gouverneur peut nommer les membres du conseil exécutif, dont un premier ministre, des ministres d'État et un ministre chargé de la justice, ça devrait être écrit, les membres du gouvernement, le conseil exécutif, est élu par suffrage universel lors d'un vote à tous les 2 ans, 4 ans, whatever. Donc, on devrait modifier la loi sur l'exécutif pour mettre en place une élection du gouvernement. Puis, moi, c'est la... Ouais, vas-y. Un peu comme en France ou aux États-Unis, si je ne m'abuse. Non, il n'y a aucun pays au monde, zéro pseudo-démocratie qui élu la branche exécutive. C'est le modèle qu'on appelle, entre guillemets, la démocratie occidentale. C'est qu'on nous a donné une élection du législatif, mais tous les pays du monde, même les États-Unis, le président des États-Unis n'est pas élu, il est nommé par ceux qui ont été élus au législatif. Donc, aux États-Unis, ils vont voter les membres du législatif, puis les membres du législatif, ensuite, vont voter entre eux pour nommer le président. Puis ensuite, c'est le Homeland Security qui nomme le président. Parce qu'il y a quand même deux systèmes différents aux États-Unis. Il y a le législatif, puis le Congrès. Là. Ça, c'est deux élections, me semblent différentes. Non, le Sénat, ou je ne sais pas trop. Oui, mais il y a juste une élection. Il n'y a pas de deux élections. Les gens vont voter une fois pour nommer les gens dans le législatif. Et ensuite, ce qu'on appelle, je pense, c'est le collège électoral. Ils se réunissent, puis entre eux ensuite, c'est pas ton vote, là. Fait que toi, si tu votes pour des gens dans le législatif, ils vont dire, oui, nous, on veut que ça soit, on va dire, Trump le président. Il n'y a rien qui les oblige par la suite de s'asseoir au collège électoral puis de dire, puis de voter pour quelqu'un d'autre, puis de mettre en place une autre personne qui t'ont promis, là. Donc, il y a vraiment une séparation entre les deux. C'est pas la population qui vote pour le président, c'est le collège électoral. Puis le collège électoral nomme un premier ministre, donc le président. Donc, le président, il n'est pas élu, il est nommé. Fait que si je comprends bien, l'avantage des États-Unis et de la France, des systèmes présidentiels-là, républicains, c'est qu'au moins, il n'y a pas un gouverneur général. C'est pas, tant qu'à nommer l'exécutif, au moins, c'est pas une personne qui vient de la reine puis du roi. Au bout de la ligne, oui. Au bout de la ligne, oui, parce que dans tous ces modèles-là, exemple, après le vote du collège électoral, celui qui est
responsable aux États-Unis de nommer le président, c'est le Homeland Security. Donc, ça fait le directeur du Homeland Security qui va nommer le président. Il peut, à la fin, complètement rejeter le vote du collège électoral et dire non, moi, je vote pour la sécurité du Homeland de nommer cette personne-là comme président. C'est la même chose en France. Donc, en France, c'est la même chose. Tu as les ministres qui siègent au Parlement, ce qui ne devrait pas être supposé. Puis, les Français ont une seule élection qui est législative. Et après l'élection législative, tu as un premier ministre, un président français qui est nommé, puis ces ministres qui sont nommés par un seul pouvoir. Donc, il n'y a aucune démocratie au monde qui élit sa branche exécutive. Zéro, ça n'existe pas. Comme quoi, on apprend tous les jours, puis on va coucher moins niaiseux à soi. On se pense connaissant. Mais... C'est le modèle de la démocratie occidentale qu'on veut implanter partout parce que ça marche. Parce que les gens se disent ouais, mais on a voté, on a élu des gens, donc on est en démocratie. Mais c'est pas juste ça, la démocratie. Il faut regarder quand tu votes, pour quel pouvoir tu votes, puis est-ce que les pouvoirs sont bien séparés, ce qui n'est pas le cas dans quasi 100% des démocraties, dont le Québec. Donc, le gouvernement du Québec, ça n'a jamais été élu. Ce qui est sûr, c'est que, comme on voit, mettons, comme tu parlais tantôt des amendements, des choses qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait retravailler assez fondamentalement mettons, dans la loi de l'Assemblée nationale, etc. Ouais. Mais évidemment, si le gouvernement il est pour faire des amendements et faire des lois, il n'ira pas dans un sens qui va rendre ça plus démocratique, qui va l'améliorer. C'est peut-être au contraire. On a vu la même chose, on voit la même chose en fait au niveau de la loi électorale elle-même. Là, je suis chef de parti, mais on a gaulé pas mal. Je vous enverrai le lien de notre live avec le collectif des partis émergents parce que, en gros, c'est simple. Là, depuis des décennies, même René Lévesque chialait, tout le monde chiale au Québec pour la réforme du vote de scrutin, ce qui, en tout cas, serait déjà plus proportionnel, plus démocratique. Puis le gouvernement, eux autres, à la place, ils rendent. Non seulement ils ne font pas, mais ils vont faire des réformes qui vont rendre ça réellement plus autocratique, puis oligarchique, puis autoritaire. Exactement. Ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui dans la loi constitutionnelle qui a été présentée le 9 octobre, qui appelle le projet de loi numéro 1, la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Donc, moi, c'est spécifiquement ça que je regardais. Est-ce qu'ils vont modifier la loi sur l'exécutif pour régler le problème ou le rendre pire? Puis je peux vous dire tout de suite qu'ils vont le rendre pire. OK, tu vas voir, ça va te retourner le cerveau, comment ça n'a pas de bon sens ce qu'ils se préparent à faire. Donc, il y a plusieurs problèmes avec ce projet de loi-là. Grosso modo, ça fait ce que c'est supposé de faire, c'est-à-dire, bon, ça rend le Québec un État souverain indépendant, ce qui était déjà le cas, mais là, il coule dans le béton. Il y a un problème notamment avec les droits individuels, c'est-à-dire que dans cette constitution-là, on intègre ce qu'il appelle le droit commun, donc le droit commun, communisme, socialisme, donc on supplante le droit individuel par le droit commun. Bon, c'est quoi vraiment le droit commun? Ben, c'est un peu comme de te dire, ben, tu es obligé de porter ton masque parce que ton voisin, tu le mets en danger. Fait qu'on est prêt, au nom du droit commun, de supplanter les droits individuels. Ça, c'est la fameuse notion des droits collectifs, si propre au collectivisme et au communisme, plutôt que les droits individuels dans la gauche versus la droite. Là. Et à ne pas confondre avec le common law. Hein, c'est pas le même droit commun. Là, non, exactement. C'est pas la même chose. Ici, on parle de droit communiste, de droit commun de société, qui supplante le droit individuel. Mais à la base, le droit individuel, il est là pour nous protéger contre les dérives autoritaires des gouvernements. La charte, elle est là pour ça. Donc, quand le gouvernement. Comment qu'il formule ça? Comment qu'il dit ça? Ouais, les droits collectifs sont plus importants que les droits individuels. Il ne va pas dire ça de même. Non, c'est pas écrit comme ça. C'était pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais en parler un petit peu. Mais c'est écrit un peu comme tu vois ici. On ne peut pas le projet grandir. Hein, ouais, je peux zoomer. Ah ouais, on va mieux. Ça va être mieux. Fait que ça le dit comme ça, le projet de loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne à l'égard de l'interprétation des droits et libertés propres au Québec et de l'équilibre entre les droits et les libertés de la personne et les droits collectifs de la nation québécoise. De qui se mêle, lui? Fait que ils viennent dire dans cette constitution-là, ben nous, le gouvernement, puis l'État, puis tout ça, on peut violer vos droits individuels
sous bannière des droits collectifs de la nation québécoise. Il faisait pas déjà assez, hein? Il Exact. avait besoin il fallait qu'il l'enchasse dans une constitution pour qu'on puisse plus s'assister contre ça. Parce que dans le fond, il savait qu'il n'avait pas le droit avant. Là. Ça le fatiguait. Là. Il voulait se donner, là, vraiment. Là. Oui, il voulait. Ça m'a fait avec la DPJ. Hein. Tu sais, Alain Rioux, là, de son parti Alliance des communautés, de sa manière, il a fait une bonne entrevue à Théovox. Il disait, mais ça se fait, ils gagnent 99% de leur cause au tribunal de la jeunesse. Là, ils se donnent la primauté parentale pour être sûr de gagner 100%. Tu sais, eux autres, là, c'est le pouvoir absolu. Là. C'est littéralement ça. Totalement. 1%, là, ça les cosse. Là. Totalement. Fait que moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, on parlait de la loi sur l'exécutif, puis comme de fait, dans le préambule, ça le dit, le projet de loi modifie la loi sur l'exécutif, notamment, puis c'est là que ça, pour vrai, c'est dangereux, puis ça n'a aucun bon sens, pour y ajouter une disposition prévoyant que le premier ministre désigne une personne qu'il veut voir occuper le poste d'officier du Québec. Fait qu'il y a un nouveau poste qui va être créé par la Constitution du Québec qui s'appelle le poste d'officier du Québec. Fait que c'est quoi ça, le poste d'officier du Québec? On va... Ça part mal, là. Je ne sais pas ce qui s'en va avec ça, mais ça ne sera pas bon, là. Ça, c'est bien Legault, hein? Il disait qu'il allait réduire la fonction publique. Il a rajouté à la place des organismes, tu sais, comme en santé, un organisme de supervision pour superviser l'inefficacité. On va prendre d'autres fonctionnaires inefficaces pour que ce soit encore plus inefficace puis de gaspillage. Dans cette, ben oui, totalement. Dans cette constitution-là, bon, pour ce qui est de 90-95% de la constitution, c'est correct. Je veux dire, ça fait ce que ça fait. Ça fait ce que ça doit faire. Le problème, c'est qu'au lieu de séparer les pouvoirs démocratiques, ça les fusionne encore plus. Donc, l'ancienne définition du Parlement du Québec, c'était le Parlement du Québec est composé de l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif, et du lieutenant-gouverneur du Québec. Maintenant, l'officier du Québec, c'est pas un ajout, c'est un remplacement. L'officier du Québec va remplacer ce qu'on appelle le lieutenant-gouverneur. Ça fait au moins 7-8 ans que je dénonce ça, je le dis. Le gouvernement du Québec va se débarrasser du poste de lieutenant-gouverneur. On va voir pourquoi c'est un problème qu'ils le fassent comme ça. Mais ils sont en train de remplacer le poste de lieutenant-gouverneur par officier du Québec. Puis on peut voir tout de suite qu'il y a un gros problème de séparation des pouvoirs parce qu'ici, ça dit que le Parlement exerce le pouvoir législatif. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et l'officier du Québec. Puis l'officier du Québec va être nommé par le premier ministre. Donc, on va avoir la branche exécutive qui va nommer l'officier du Québec, qui va exercer conjointement le pouvoir législatif avec le Parlement. Tu veux dire la branche législative qui va nommer l'officier du Québec? Non, la branche exécutive. Puis tu vas voir, c'est vraiment, vraiment un très, très gros problème. Mais démêle-moi, parce que moi, vite comme ça, j'ai tendance à me dire, c'est 4 sous pour une pièce, parce que le lieutenant-gouverneur, il était déjà nommé, mais il était déjà nommé par le législatif, non? Non, le lieutenant-gouverneur était nommé dans un spectacle par le premier ministre canadien. Fait que notre lieutenant-gouverneur était nommé par le premier ministre canadien, et ensuite, le lieutenant-gouverneur nommait les ministres du Québec dans l'Assemblée nationale. Là, on abolit... De même, on peut voir ça comme une tentative de Legault, parce qu'on sait quand même qu'il y a un côté nationaliste, veut pas. Fait qu'il veut ramener un sens du pouvoir à Québec, dire c'est nous qui nommons notre propre officier à la place de notre propre lieutenant-gouverneur. C'est un peu ça, je ne me trompe pas. Oui, mais il y a un gros problème là-dedans. Fait qu'ici, c'est écrit, le premier ministre désigne une personne qu'il veut voir occuper le poste d'officier du Québec. OK? Fait que ça va être le premier ministre qui va nommer l'officier du Québec. Il faut se rappeler de ça, c'est très important. Je vais le répéter. Le premier ministre va nommer l'officier du Québec. Okay? Tu vois qu'il veut vraiment que ce soit un yes man, un puppet là, à la solde du gouvernement, vraiment dans la gang très proche. Là. Ça dit ici, le gouvernement du Québec est composé du Conseil des ministres et de l'officier du Québec. OK? Ouais. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif, donc bon, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ça, c'était pas ça avant. Là. Non. Aucunement. On ne peut pas dire que le lieutenant-gouverneur faisait partie de l'exécutif. Ça, c'était ridicule. Ça aurait été ridicule. Oui, c'était le chef de l'exécutif. Le lieutenant-gouverneur était le boss des ministres. Ça a toujours été comme ça.
Ah ouais. J'arrête pas de le dire, le gouvernement n'a jamais été élu, il a toujours été nommé. C'est c'est- c'est- c'est un reste des institutions désuètes de l'Empire britannique. Mais je Euh, veux pas être plate, mais il me semble. OK, oui, c'est vrai que le gouvernement il nommait l'exécutif, mais je pense pas qu'on pouvait dire qu'il en faisait partie pour autant. Tu sais. ben, ça fait une couple d'années où est-ce que il est en background parce que, bon, là, 20-25 ans, il a perdu son droit de veto. C'était plus une statuette que d'autres choses, mais ça reste que c'est Ouais, lui qui signait les actes de nomination pareil. S'il ouais, ouais. voulait vraiment, il aurait pu dire non, moi, je veux pas. C'est juste parce que c'est la même gang, puis c'est des amis, puis Ouais, euh, ouais. bon, que ça les dérangeait pas. Fait que Probablement tous là, des francs-maçons. l'officier du Québec. Fait que bon, cette constitution-là va créer un conseil constitutionnel. Sa job à l'Assemblée nationale va être de plusieurs fois par année de se réunir sur les matières constitutionnelles. Il va pouvoir présenter au gouvernement des amendements constitutionnels, etc., etc. Bon, ce qu'un conseil constitutionnel devrait faire. On modifie la loi de 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, encore une preuve qu'on n'est pas une province du Canada, qu'on est un État indépendant et souverain parce qu'on a l'autorité pour modifier l'acte de l'Amérique du Nord britannique, notre version qui est dans notre Parlement. Donc, Oui, mais il me semble qu'on est censé se consulter là, les premiers ministres non, des 10 provinces, là, non, parce comme qu'on à a les bons rapatrié. Non, parce qu'on a rapatrié la loi constitutionnelle de 1867 dans notre Parlement. Donc, on peut Ouais. modifier notre version comme qu'on veut, ça ne touche pas les autres. Fait que toutes ces modifications-là qu'on fait à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, si tu vas dans le registre des lois canadiennes, tu ne retrouveras jamais ces changements-là. Mais si tu cherches l'acte de l'Amérique du Nord britannique dans le registre des lois québécoises, tu vas voir ces changements-là. Donc, on a en 69 rapatrié les lois au Québec dans notre Parlement, puis on les modifie depuis. Donc, on a une Mais ça, version de ça, l'acte c'est lequel qui a fait ça? C'est pas ça. C'est bien avant Pierre Trudeau. C'est lequel le premier ministre qui a fait ça? 1969, c'était la gang à René Lévesque, si je ne me trompe pas, ou lui qui était juste avant. Ben oui, Je ne parce que suis c'était pas avant 100% l'évêque, ça, sûr. Ouais, 69. ouais, Ah, Lévesque a été le premier je pense, c'était pas gouvernement. le gouvernement Jean Lesage, ça? Possible. Non, Je suis pas possible, 100% sûr. peut-être. Je sais pas. Ce serait son genre, Euh, mettre chez nous, tu sais. Fait que le bout qui nous intéresse, on va retrouver la modification de la loi sur l'exécutif. Puis tu vas voir, c'est là que c'est un gros, gros, gros problème. On modifie la loi sur l'exécutif, article 1, pour remplacer le lieutenant-gouverneur par officier. Okay, si on regarde l'article 1 ici, ça dit grosso modo, je ne vous le lirai pas au complet parce que bon, c'est du langage légal compliqué là, dans la matière qui sont de la compétence du Québec. En gros, tous les pouvoirs qui étaient conférés au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur sont conférés au. Ici, ça va être remplacé par à l'officier du Québec. Fait qu'en gros, ce que l'article 1 dit, c'est que tous les pouvoirs que avait un lieutenant-gouverneur dans ce qu'on appelait le Canada euh, vont être conférés à l'officier du Québec. Ce qui veut Tu vois dire. je ne sais pas où c'est que ça en va avec ça, mais ils tiennent vraiment. Là, tu vois Ben, tu vas voir, ils sont en train de patenter de quoi? Ils veulent vraiment que ce soit leur officier qui tu vas fasse quelque voir chose de tout ça. où ce qu'on en vient. Si tous les pouvoirs du lieutenant-gouverneur sont maintenant détenus par l'officier du Québec, c'est qui maintenant qui va nommer les ministres et le premier ministre? Fait que ça, ici, ça va se lire. L'officier du Québec peut nommer un premier ministre, des ministres, des ministres d'État. Donc, il est là le loophole. Il est là le gros Oui. problème. Ça le dit au début, on va revenir dessus parce que je veux être sûr que les gens comprennent. Le premier ministre va désigner le poste d'officier du Québec et le poste d'officier du Québec va nommer le premier ministre. Il est Est-ce que dur d'être vous plus commencez à circulaire voir que le ça. Là. problème là? Il n'y a rien de plus circulaire que ça. C'est aussi pire que ce qu'on appelle la Douma russe. La Douma russe, c'est la même chose. C'est pour ça que Poutine est président depuis 25-30 ans, parce que les ministres sont nommés par le premier ministre, la Douma est nommée par le premier ministre et la Douma nomme le premier ministre. On va avoir le même principe ici. On va avoir un officier qui nomme le gouvernement, puis un gouvernement qui nomme l'officier.
C'est Fait dur qu'on, d'être moins séparé que ça comme pouvoir, mettons. ben là, c'est complètement débile. C'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Ces rapaces-là sont en train de s'approprier le pouvoir au grand complet. Ils vont se nommer entre eux. Je répète, le premier ministre va nommer l'officier et l'officier va nommer le premier ministre. Je Mais vous le tu sais, dis, les gens, Michael, si ça passe, juste une seconde, je vais finir ma phrase ici. Si ça passe, je peux vous le dire, il n'y aura plus jamais la chance au Québec d'avoir une élection du gouvernement. Jamais. On avait la chance de modifier la loi sur l'exécutif pour mettre en place une élection du gouvernement. Si cette loi-là passe, il n'y aura plus jamais d'élection du gouvernement au Québec. On va avoir un officier qui nomme le premier ministre et un premier ministre qui nomme l'officier. c'est tellement désolant pour moi de voir ça. Ça fait des années. Tu le dis, je le dis. Louis, moi, le volontariste le dit. Tout le monde, même toute la résistance, le dit on s'en va. En tout cas, pas tout le monde la résistance, mais les plus go-getters, les plus éveillés là-dedans, ils disent ben, on s'en va vers l'autoritarisme. Ça ne s'améliore pas. On s'en va vers le totalitarisme. Et là on a. C'est toujours. C'est pas genre du jour au lendemain du tout au tout. Là. C'est toujours un jalon après l'autre. Bien là, ça, c'est un gros jalon majeur. Là. Comme si il y a une espèce de loophole, puis une espèce de. C'est comme, c'est comme une valve qui se referme derrière toi. Là. Après ça, il n'y a pas de retour en arrière. Là. Ils se sont bloqués, sécurisés, une sorte de bastion de place forte. Là, Ah oui, après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Si cette constitution-là passe, changer une loi là, au Parlement, c'est plus ou moins facile. Okay? Surtout quand tu es le gouvernement puis tu sièges, tu présentes un projet de loi, tu demandes à tes ministres de voter, ça passe, blablabla. Changer une loi constitutionnelle, quand c'est un conseil qui se réunit 2, 3 fois par année pour le modifier, s'il y a lieu, oubliez ça, là, la Constitution ne sera jamais modifiée. Dites-moi, combien de fois la Constitution américaine a été modifiée et amendée dans son histoire? Probablement pas plus qu'une ou deux fois. Puis ça va être pareil au Québec. Si cette Constitution-là passe, qu'elle est adoptée comme la loi des lois, aller régler ce problème-là d'officier qui nomme le premier ministre et de premier ministre qui nomme l'officier, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Jamais dans notre histoire, on va être capable de revenir dans cette constitution-là pour régler le problème. Fait qu'on va être pris à vie pour toutes les générations de Québécois futurs avec un gouvernement qui n'est pas élu. Ça va être un gouvernement qui va être nommé par l'officier du Québec. Puis cet officier du Québec-là va être nommé par le gouvernement. Ils vont se nommer entre eux pour toujours. C'est maudit logo-là. C'est sûr qu'il y avait un dernier tour dans son sac, une dernière carte de schnout à jouer. Puis on le sentait, on le voyait venir. C'est pas parce qu'il était le plus bas d'un sondage qu'il n'était pas encore capable de faire du mal. Au contraire, c'est comme s'il dit, il va s'aborder le navire, ou plus exactement, il va s'aborder ce qui reste de démocratie avant de partir. C'était. Prendre Mathieu Deuté, c'est comme s'il avait venu et dit ça prendrait des élections maintenant. Tout le monde regarde. De toute façon, ils vont perdre. Là, ça va être le PQ qui va rentrer. Non, non, non. Il peut encore faire du mal avant de partir. Inquiétez-vous pas. Puis là, on a la preuve. Là. Ben oui, mais le go, ça a été le pire là-dedans. Là. Est-ce que tu es capable de me dire c'était qui le ministre de la Santé qui a mis en place la loi sur la santé publique? Je pense qu'on en avait déjà parlé. Ben, c'est pas Arruda. Non, c'est Legault en 2001. Legault, en 2001, était ministre de la Santé. C'est lui qui a mis en place la loi sur la santé publique, qui donne le droit à un gouvernement de légiférer par décret sous l'excuse d'une urgence sanitaire. Et comme beau hasard, 20 ans plus tard, pendant une pandémie, c'est lui qui est premier ministre et qui l'utilise. Fait que François Legault, oui. François Legault, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il prépare son chemin. Là. C'est pas d'hier que Legault il est là à mettre des lois qui vont se servir plus tard. Là. Il doit être vraiment d'agamique, un vrai franc-maçon de je ne sais pas combien de Ah, degrés, solide. François Legault, c'est probablement celui qui a le plus modifié la Constitution du Québec dans le temps qu'il a été présent. Il a complètement effacé le Code criminel du Québec. En ce moment, au Québec, il n'y a pas de code criminel. Ça n'existe pas un crime. Ça n'existe pas une victime de crime. Il a modifié la loi constitutionnelle de 1867. Il a modifié le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code civil. Il a modifié la charte. Il modifie la loi sur l'Assemblée nationale.
il modifie la loi sur l'exécutif. Legault est celui qui vraiment modifie le plus de façon dégueulasse la Constitution du Québec. Là. Puis là, il est en train de donner le coup final là, en ajoutant le poste d'officier, en abolissant le lieutenant-gouverneur. Euh, vraiment, gros problème. Là. Le premier Ah oui, ministre, ça va être ajouté dans la loi sur l'exécutif. Le premier ministre désigne une personne qui veut voir occuper la charge d'officier du Québec. Ça va être ici, section 2.1. Fait que là, on va avoir un officier nommé par le premier ministre à l'article 2.1, puis on va avoir un premier ministre qui est nommé par l'officier du Québec à l'article 4, 3 et 4. Ça fait aucun crise de sens. Tu n'as pas plus antidémocratique que ça. Par définition, cette constitution-là nous amène en dictature pure et dure. Pure et dure. Quand tu as la ouais. branche exécutive qui gère le législatif, qui fait passer ce genre de loi-là, ça n'a aucun sens. C'est pas de la démocratie, c'est zéro dans la définition d'une démocratie. C'est une bande de rapaces. Je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs, moi, des fois, je parle avec du monde bien intelligent, mais qui je me dis, c'est drôle, ils ne sont pas souverainistes. Mais ce qu'ils me donnent comme argument pour ne pas être souverainiste, ça va exactement dans ce sens-là. C'est comme, parce qu'on s'entend, c'est comme une sorte de souveraineté par la porte d'en arrière. Hein, mais ça, sans le critiquer vraiment là-dessus. Je trouve que c'est la position à Legault, c'est la position à Mario Dumont avant. Là, c'est encore la position de l'équipe autonomiste. Ça, même à la limite, un peu à toi et à Yann Rochdy, c'est tout du monde qui se disent on n'a pas besoin de passer par un référendum ou ben, donc, on est déjà souverain. Non, c'est ça. Moi... on va partir de où est-ce qu'on en est pour se nationaliser, tu veux dire, devenir toujours plus autonome. Pis ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est que les gens qui me contre-argumentent là-dessus vont me dire OK, c'est bien beau, mais check la gang qu'on a au Québec de politiciens véreux, ça nous tente-tu vraiment d'être pognés encore plus avec juste eux autres, pour nous gérer, là, avec sa gang de communistes totalitaires-là, finalement? Exactement. Comme tu l'as dit, moi, je ne suis pas un souverainiste qui espère que le Québec soit souverain indépendant. Je suis un des rares seuls souverainistes au Québec qui sait que le Québec est déjà libre et indépendant, souverain indépendant. On a eu une déclaration d'indépendance en 1982 et une déclaration de souveraineté en 2000. Fait qu'ils n'ont pas besoin de référendum, ils n'ont pas besoin de demander la permission aux autres provinces, ils n'ont pas besoin. Notre Parlement, notre Assemblée nationale est libre d'adopter ce genre de constitution-là. Puis ben, tu as des traîtres, la gang à Legault, puis les ministres qui détiennent les trois pouvoirs, puis qui en profitent pour déposer ce genre de projet de loi-là oublie ça, le Québec est fini. Si ça passe, je vous le dis, il n'y en aura plus jamais une possibilité d'élection du gouvernement. Là. On avait une chance de modifier la loi sur l'exécutif pour mettre en place une élection du gouvernement. Ça fait des années que je me bats pour ça. Le monde minière, le monde ne veulent pas en entendre parler. En tout cas, du moins, les gens importants qui pourraient changer des choses ne veulent rien savoir de ça. Puis là, non, ils nous parce font que ce que tu appelles les gens importants, c'est pas des faux leaders, c'est des suiveux qui, eux, suivent la masse, qui elle-même n'est pas intéressée à ça. Fait que ça fait un autre servicieux. Non, je parle, j'ai eu des contacts avec d'autres partis politiques. À l'Assemblée nationale, il y a des gens qui connaissent mon nom. Je veux dire, Mais ça revient au même. Ça revient à ce que je dis. Les leaders, moi je le dis au sens général, c'est ceux qui sont okay. en position de force, qui pourraient avoir une influence décisive ou fondamentale ou systémique. Soit les leaders de la résistance, les chefs politiques plus de la résistance, des gens déjà élus au Parlement. C'est tous des faux leaders, c'est tous des suiveux. Tu sais, par Éric Duhem, c'est comme il regarde. Où est-ce que la masse veut aller? Ah, elle ne veut pas aller plus que là. Ben, on n'ira pas. Commencer à leader la masse pour vrai, là, à dire, comme mettons, quelque chose comme l'évêque qui disait on s'en va par là, let's go, je vais vous expliquer pourquoi y aller, mais on va y aller. Là, totalement. Puis ils sont tous, écoute, puis tout ça, c'est parce qu'ils sont tous entourés par des membres du barreau, des avocats. L'équipe d'Éric Duhem, c'est tous des avocats. Là. Puis moi, j'ai été contacté par l'équipe d'Éric Duhem, là, puis bon, écoute, ça n'a pas donné grand-chose. Là. Les avocats qui l'entourent, ils veulent rien savoir de ce que j'apporte. Là. Mais on s'entend-tu qu'une loi comme ça, là, qui modifie autant de lois, puis écrit comme ça, c'est pas un premier ministre anciennement comptable qui a écrit ce genre de constitution-là. Là. C'est des avocats.
Ouais. c'est le barreau qui est derrière tout ça, là, au bout de la ligne. C'est le barreau qui détient les pouvoirs, les trois pouvoirs depuis le début. On Puis parle là, avec souvent tout ça, des ben, francs-maçons, mais on devrait bien plus se méfier du barreau, en fait, tant qu'à ça. totalement, totalement. Franc-maçon, Illuminati, ça, c'est toute de la petite bière pour complotisme. Mais le barreau du Québec, ça, c'est la vraie secte, là. Je veux dire, from coast to coast. En Si tu plus, ouais. regardes, il y a plein, si c'est pas la majorité des premiers ministres canadiens étaient membres du barreau du Québec. Ben, même américain, je veux dire, au niveau le Congrès, ça a toujours été essentiellement des avocats qui étaient là. C'est tout le temps comme ça. Il y a un dicton qui dit si tu veux contrôler un peuple, il faut t'accrocher les lois assez hautes qu'ils ne soient pas capables de les lire. C'est exactement ça que le barreau fait. Lire une loi. Qui c'est qui est capable de lire une loi aujourd'hui, à part deux, trois gars comme moi? C'est ça. Surtout qu'en plus, comment qu'on lit, je veux dire, il y a toujours deux façons de le lire, en gros. Je veux dire, même prendre les affaires à Legault, là, comme je disais tantôt, il y a toujours moyen de dire ah, mais dans le fond, il veut rapatrier plus de pouvoir. Puis dans un sens, c'est vrai. C'est comme, il se ramène à nous, mais il se ramène en fait à eux. C'est Ah, comme mais tu sais, le il y contraire a de un. ce que moi, Tu sais, je veux faire au il y a- niveau du Parti libertarien. Moi, c'est décentraliser, ramener le pouvoir, oui, à Québec, mais pour ça, c'est plus le ramener vers les régions. Eux autres, c'est le contraire. On les ramène à Québec pour faire une dictature à Québec. Là, Ah ouais, totalement. Le Parlement, l'officier du Québec, le gouvernement va gérer les trois branches du pouvoir. Il n'y aura aucune séparation des pouvoirs. Il n'y en a déjà pas. Sauf que, tu sais, avec Il y en a la moins. loi sur l'Assemblée nationale que j'ai montrée tantôt, l'Assemblée nationale, ici, on peut voir que le fait que les ministres siègent à l'Assemblée nationale, c'est contre l'article 4 de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une certaine séparation des pouvoirs qui n'est pas respectée. Mais là, avec ce projet de loi constitutionnelle-là, oublie ça, là, il n'y en a plus de séparation des pouvoirs possible, c'est fini. Là. Ah oui, il y en avait encore trop à leur goût. Là. Puis, tu sais, ça me fait penser, tantôt tu parlais, tu sais que c'est lui qui a fait la vaccination, je veux dire, la loi sur la santé publique en 2001. Ouais. Si je me souviens bien, il y a eu ça. Plus, je pense que c'est en 2009, tu sais, au H1N1, qui ont rajouté, tu sais, qui l'ont bonifié, en tout cas, qui ont rajouté la patente comme quoi qu'ils pourraient vacciner de force si besoin est, si l'Assemblée nationale fait un vote en ce Ah, sens-là. Hein, je sais pas t'en veux-tu une meilleure? quoi. Bien avant ça, 1983. Moi, je peux te dire Ah qu'il y a ouais? des traces, ouais, je peux te dire qu'il y a des traces de cette pandémie voulue-là jusqu'en 1983. La raison est que dans mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait un code criminel au Québec avant 2021. Fait que Legault a aboli ce code criminel-là. Il y avait une quarantaine d'articles dedans. Puis il y a eu un changement de fait dedans en 1983. Un seul article qui a été retiré, qui a été enlevé, c'était l'injection d'un poison. Fait qu'en 1983, il y a quelqu'un qui s'est dit ah, je sais pas pourquoi, mais l'injection d'un poison, c'est pas un crime. Tabarouette. Fait Ça qu'on n'a pas remonte, celle-là. on remonte loin, là. On remonte Fait que, loin. on remonte Fait que là, quasiment des périodes de Serge Monast, là, fait que là, fait que là, tu veux poursuivre des médecins ou whatever avec des preuves que ce qu'il y avait dans le vaccin, admettons, là, que c'était poison pour l'être humain. Tu peux pas parce que c'est même plus un crime depuis 1983. Puis Legault, le pire que ça, lui, il a juste effacé le Code criminel du Québec en 2021. Là. Mais cette trace-là, tu peux la retrouver dans l'historique du Code criminel du Québec. Un seul article qui a été retiré en 83, c'est l'injection d'un poison. Pour le monde qui ont, je veux dire, qui n'ont pas nécessairement vu toutes nos entrevues, puis de toute façon, c'est dans la dernière qu'on a faite ensemble que tu parlais de ça, qu'il n'y avait plus de code criminel canadien. Parce que, Mhm. je veux dire, c'est comme un cours hein, que tu donnes, puis juste toi qui le donnes. Fait que, même pour moi, ça ne fait pas tort que tu nous fasses un petit recap. Là, c'est quoi qui s'est passé dans le fond déjà que le go est fait en 2021 par rapport au code criminel? Là? Ouais. Il y avait une loi qui s'appelait Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Mm. Comme tu peux voir, elle a été abrogée en 2021. OK? OK. Puis, dans cette, euh, dans cette Loi. loi-là, la victime d'un acte criminel était définie comme quelqu'un qui était victime en vertu de ce qu'il y avait en annexe. Je ne sais pas si je peux avoir l'annexe ici. Ah, exactement. Ça, c'est le Code criminel du Québec. Regarde, annexe, Code criminel.
regardes le nombre d'articles qu'il y a à peu près une quarantaine d'articles. OK? Puis l'important est là. Participation à une émeute, détournement d'un aéronef, le vol, le viol, l'homicide, bon, voie de fait, agression armée, voie de fait grave. Donc ça, c'était le Code criminel du Québec. Okay? Puis je me l'ai fait confirmer par un sergent de la SQ qui s'est senti obligé de m'appeler pour me dire j'avais pas le droit de te dire ça. Si tu veux plus de réponses, il faut que tu appelles un avocat. Okay? Mais ça, c'est clair. Cette annexe-là, c'était le Code criminel du Québec. La victime d'un acte criminel était définie comme une personne victime d'un article de cette partie-là en annexe. Donc, c'est pas le Code criminel du Canada. OK? On a rapatrié ces articles-là du Code criminel du Canada. Mais si tu cherches dans le registre des lois du Parlement, donc on a ce qu'on appelle le RLRQ, qui est le registre des lois et règlements du Québec, puis tu cherches Code criminel, le Code criminel du Canada n'est pas adopté par notre Parlement. C'est pas une loi du Québec. C'est pas une loi adoptée ni applicable au Québec. Ce qui était notre Code criminel, c'était cette annexe-là. Mais pourquoi c'était? Ça, c'est plus ça? Non, ben, tout est en rouge, ça a été abrogé. OK? Alors, c'est rendu quoi le Code criminel, là? Tu vas voir, c'est vraiment stupide, puis c'est pour ça que je te dis qu'il n'y en a pas. Ben, déjà que c'était stupide, parce que tu me dis que c'était une annexe qui était juste 40 articles. Ils ont flushé le reste? C'est pas une 40 articles, le Code criminel canadien? Faudrait que je retrouve comment ça s'appelait? Loi sur les victimes d'actes criminels. Je pense que ça va être celle-là. Fait que celle-là, c'est celle, tu vois, 2021. Fait qu'ils ont remplacé l'ancienne loi par celle-là en 2021. On va chercher. L'annexe? Il n'y a pas d'annexe. Ça, il n'y a pas d'annexe. C'est toujours de plus en plus broche à foin, leur affaire. Faut un gars comme toi pour réussir à se faufiler et essayer de comprendre. Là. Déjà que les projets de loi sont juste pour être lisibles, mais là, c'est un degré par-dessus un autre degré, puis c'est comme justement des fenêtres qui se réduisent l'une dans l'autre, puis tu te dis, hey, comment ils font eux-mêmes pour se retrouver là-dedans? On cherche la définition de victime. Hey, si même toi, t'es rendu mané, imagine. C'est juste qu'il faut que je le retrouve. En tout cas, faut bien qu'on soit, faut bien qu'on soit souverain quelque part hein, pour qu'ils réussissent à traficoter tout ça comme ils veulent, puis envoyer une affaire là, on flush ici, on remplace par ça, puis constitution par-ci, code criminel par-là. On fait ce qu'on veut, mais ça date, c'est pas les résultats les plus faramineux que j'ai vus. Hein. En gros, là, je le retrouve pas, mais ça se retrouve dans cette loi-là. Ça dit presque mot pour mot, j'ai de la misère à le retrouver, mais que une personne victime d'une infraction criminelle, c'est une personne victime d'une infraction en vertu du code criminel. Puis le mot code criminel, c'est un lien hypertexte que tu peux cliquer qui t'amène sur le code criminel du registre canadien. Le problème, c'est qu'un lien HTML cliquable sur un site web, c'est pas ça qui fait la loi. Si tu te rends physiquement au Parlement et que tu demandes à avoir cette loi-là, qui définit c'est quoi une victime criminelle, ils vont te donner cette loi-là. Tu peux pas peser sur le papier que tu as entre les mains pour dire amène-moi au code criminel. Maintenant, tu te retournes de bord puis tu leur dis pouvez-vous me donner la loi adoptée par le Parlement qui s'appelle le code criminel? Je veux la codification. Fait que ça, c'est la codification. Okay? Toutes nos lois ont une codification P avec un numéro. Exemple, la charte, c'est C12, etc. Donc, on a codifié une loi qu'on a adoptée au Parlement, puis cette codification-là nous permet de retrouver la loi. Bien, tu vas au Parlement, là, puis tu demandes, moi, je veux avoir la codification du code criminel. Ils ne l'ont pas dans notre Parlement. Il n'y a pas de code criminel.
Non, mais c'est capoté. Tu sais, on dit on nous prend pour des cons, mais c'est pas juste ça. C'est qui? T'as-tu déjà vu que d'affaires aussi broche à fou? On dirait que c'est une gang de flots qui ont fait ça, des c'est simple. C'est simple. Ceux qui nous gèrent sont des criminels. Donc, ils ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de code criminel. Tu sais, quand on pense à des histoires comme Guy Turcotte, puis tu sais, les histoires sur Yves-François Blanchet avec... on fait ce qu'on veut au Québec, point. Ben, ils sont jamais accusés de rien parce qu'ils le savent, parce qu'ils sont entourés par des avocats du barreau, qu'il n'y en a pas de crime au Québec, puis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas. Ils ont juste à se présenter en cour et à dire, Monsieur le juge, vous m'accusez en vertu du Code criminel canadien qui n'est pas appliqué au Parlement du Québec. C'est une loi inconstitutionnelle. Je ne peux pas être accusé en vertu de cette loi-là. Ça n'a aucun crise de sens. Il n'y a pas de crime au Québec. Puis Legault a complètement mis la hache là-dedans pour de bon, en abolissant la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels, puis en redéfinissant une victime par une loi qui n'est même pas adoptée par notre Parlement. C'est l'enfer. C'est encore pire que je pensais. Puis, ce qu'on décrit là est probablement même encore pire que ce qu'on parlait au niveau de la Constitution. C'est tout pire que pire. Prends ce live-là, c'est capoté. Il faudrait que tout le monde se parle de ça non-stop. À la place, là, les gens, regarde qu'est-ce que les gens partagent. Là. Je l'ai partagé une affaire, pas pire, un gars des collèges des médecins qui dit hey, alors, ça ressemble un peu à quelque chose de soviétique. Là, tout le monde capote, puis nous, on est rendu plus loin que ça dans notre affaire. Là, puis, ben oui, totalement. Là, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas dit, là, ça a été dit. Là, peut-être quoi, dans 20 ans, le monde va dire ah, finalement, c'était vrai, ou, mais c'est capoté. C'est fou. Ça a aucun sens. Écoute, le fait que le gouvernement ne soit pas élu, puis le fait que le gouvernement siège à l'Assemblée nationale, ça devrait être le sujet numéro 1 partout. Dans les radios, au Parlement, à l'Assemblée nationale. On a un président au Québec. Là. Le monde ne le savent pas, mais au-dessus du premier ministre, il y a un président. C'est le président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le seul au Québec qui possède le titre de président. Tu regardes n'importe où d'autres, il n'y a pas d'autres personnes qui possèdent le titre de président. Mais moi, ma question a toujours été pourquoi est-ce que le président laisse les ministres siéger dans l'Assemblée nationale? Sa job, c'est de s'assurer que l'Assemblée nationale puisse faire sa job. Puis sa job, c'est de surveiller le gouvernement. Mais là, si le gouvernement siège dans l'Assemblée, on a un gros problème parce que le gouvernement se surveille lui-même. Là. Ouais. Puis c'est de là que viennent tous les problèmes. Moi j'arrête pas de le dire. C'est quelqu'un qui veut me parler de ah, mais nos hôpitaux tombent en ruine. Non, les ministres à l'Assemblée nationale. Ouais, mais notre éducation est pas bonne. Ouais, non, les ministres à l'Assemblée nationale. Ouais, mais la corruption, non. Les ministres à l'Assemblée nationale, tu règles le problème des ministres à l'Assemblée nationale, puis tu vas avoir la possibilité de régler tous les autres problèmes après. Tant que les ministres siègent à l'Assemblée nationale, tu ne pourras pas régler la corruption, tu ne pourras pas régler l'éducation, tu ne pourras pas régler l'économie, tu ne pourras pas régler la santé tant que les ministres siègent à l'Assemblée nationale. Ouais, OK, mais check, mettons que je te contre-argumenterais un peu. Je dirais pour commencer, fine. Si les gens ne sont pas conscients que le soviétisme, le communiste, le socialiste, c'est pas bon, là, ministre ou pas, ils vont continuer à faire les mêmes erreurs. Puis de deux, ben en plus, tu l'as dit tantôt, ce problème-là, il n'est pas unique au Québec. Pratiquement toutes les démocraties occidentales ont ça. Puis écoute, ça me fait penser. Moi, il y a une autre. Du coq à l'âne, mais tu sais quoi. Il y a un sujet que je voulais amener avec toi, là, puis ça me brûlait les lèvres depuis même avant le live. Là, puis c'est au niveau, dans le même sens, dans le même esprit, là, c'est pour ça que je l'amène, au niveau de la justice. Parce que tu sais, comme quand tu en parlais tantôt, puis c'est pas la première fois que tu le dis dans nos lives précédents aussi, tu dis ouais, la justice, c'est un ministère. Ça frappe l'imagination quand tu y parles. Surtout qu'un ministère, hein, c'était pas de meilleure façon de gérer de façon socialiste et donc étatiste qu'avec un ministère. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai interrogé l'intelligence artificielle par rapport à ça, en prévision du live. J'ai dit, ouais, ben, c'est que t'en penses de ça, toi? Hein, la justice, c'est un ministère. Puis, ben, elle dit, ben, ouais, mais pas encore là, comme pas mal partout dans le monde. Ça m'a surpris. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, ben, c'est beau. Si tu me réponds ça, chose l'IA, là, ben, OK, mais c'est où les places qu'il y a plus d'indépendance, quand même, de ce ministère-là?
Écoute, je peux pas rentrer tout dans les détails de ce qu'elle m'a dit. Probablement que je vais faire un post avec ça, puis je le mettrai dans la description. Là. Mais OK. étonnamment, là, hey, c'est fou, là. Elle disait que elle semblait trouver que même le Canada, c'est un des exemples où il se fait quand même un petit peu plus d'indépendance. Comme le top, c'est, mettons, évidemment, les pays scandinaves. Puis sinon, tu as des pays africains où Mais est-ce que tu as, comme elle faut, dit, je lis, là, parce qu'il y a un pouvoir judiciaire, il y a une autonomie juridique et administrative accrue avec un faut conseil pas oublier supérieur. une chose. Faut pas oublier une chose, Charles. Oui. C'est que les intelligences artificielles apprennent, ils connaissent pas nos lois, hein. Ils apprennent de ce qui est dit dans les articles, dans les journaux, les sites web, tout ça. Qui as-tu rencontré dans ta vie qui est capable de t'expliquer le problème de séparation comme ça en te démontrant dans la loi qu'il y a un problème de Non, non, mais je non-séparation sais, des pouvoirs? mais Fait, que- intelligence fait que artificielle ou pas, moi, j'ai essayé de poser des questions à l'intelligence artificielle, puis le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne connaît pas nos lois. Fait qu'elle elle a bien beau dire, ouais, mais le Canada est un exemple ou qu'il y a une certaine séparation. C'est pas vrai, parce que c'est qui nomme les juges? oh oui. C'est qui nomme les directeurs du département? C'est qui nomme. Non, mais Tu sais, c'est les ministères. C'est le premier ben, ministre, c'est le ministre de la Justice. c'est pour ça que qu'on fait un live, Tu nous sais, deux, plutôt que juste jaser avec Ouais, c'est l'IA. ça. Là. Ça Mais, n'a aucun sens. Il n'y en a pas de séparation des pouvoirs. Nos juges, puis ils sont choisis par le gouvernement, puis le je sais, directeur du mais le point, c'est que, tu DPCP. sais, exemple, toi-même, tu reconnaissais que ce manque de séparation des pouvoirs-là, je veux dire, il n'y a aucune démocratie où est-ce que c'est vraiment réglé, où est-ce qu'il y a la contrepartie de ça. Puis là, dans le fond, je suis en train de dire que même au. À la limite, je renforce ton point. Je veux juste dire que Ouais. le problème, il est tellement présent, il est tellement fondamental qu'il est présent partout, dans tout ce qu'on appelle les démocraties occidentales. C'est qu'il y a toujours mais pas une inféodation totale, là, mais une sorte de, quand même, là, tu sais, là, de sous, tu sais, là, de subordination, c'est ça que je cherchais, Mhm. du judiciaire aux politiques. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux juste dire que comme, mettons, il disait, elle, ce qu'elle dit, regarde, on peut avoir des arguments, là, elle dit, la justice canadienne est reconnue pour son indépendance forte, assumée par des garanties constitutionnelles. Le pouvoir judiciaire gère son administration, bénéficie d'une sécurité de mandat, sécurité financière, rémunération établie par une commission indépendante, une indépendance administrative qui protège la gestion interne contre les ingérences externes. Le pouvoir judiciaire canadien est distinct du ministère de la Justice qui agit comme conseil juridique et politique. En tout cas, tu sais, quand même certains éléments. Mais tu sais, de toute façon, moi, tu comprends, je suis un réformiste, je suis un idéaliste. Fait que là, moi c'est bien plus ce qui m'intéressait ultimement, c'est d'avoir je t'avais déjà parlé avec le volontariste, là, une justice qui est complètement là, indépendante, vraiment, en fait, même qui serait en fait en réalité privée, puis quitte à ce qu'il y ait des remboursements. Mais en tout cas, je voulais quand même voir qu'est-ce que tu en pensais de cet aspect-là, tant qu'à ça, dans tout le monde occidental, à tout le moins, euh, on a le même problème hein, avec Oui, le judiciaire. c'est ce qu'ils ont appelé la démocratie. Tu sais, c'est le terme. Tu sais, quand on fait des guerres dans d'autres pays pour installer une démocratie, ben, c'est le même modèle qu'on veut instaurer. Fait qu'en C'est ça, c'est réalité, ça. c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Et ils vont faire semblant d'instaurer une démocratie. Ils vont faire voter le législatif. Puis après ça, tu as une personne au hasard, whatever, un lieutenant-gouverneur, peu importe comment il l'appelle, un officier un conseil, whatever, qui va nommer les ministres, puis après ça, les ministres vont nommer les juges, puis les directeurs de procédure pénale, puis tout ça. Fait que ils appellent ça démocratie partout, mais c'est pas plus de la démocratie au Canada qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en Grande-Bretagne. Fait que, je sais qu'aujourd'hui, il y a peut-être des Français qui m'écoutent. Si vous m'écoutez, ben, j'ai utilisé des lois québécoises aujourd'hui pour démontrer mon point. Mais il faut savoir qu'en France, c'est exactement la même chose. Vous avez un Parlement, une Assemblée nationale législative que vous avez élue, mais de l'autre côté, vous avez les ministres qui siègent dans ce Parlement-là, dans cette Assemblée nationale-là. Puis ces premiers ministres-là, si vous grattez, je vous assure qu'ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Ils sont nommés par un équivalent du lieutenant-gouverneur au Québec. Probablement que dans votre cas en France, ils sont nommés par une commission de l'Union européenne ou quelque chose comme ça. Euh, mais ça n'a aucun bon sens. Il n'existe pas de démocratie nulle part dans le monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs ni aux États-Unis, ni au Canada, ni au Québec.
Puis c'est ça, avec la loi constitutionnelle de 2025, ils sont vraiment en train de couler ça dans le béton. Ou comme Ouais, dirait mon ami Oli, clouer ça dans le béton. parce que, tu sais, ce que tu viens de dire, d'un sens, c'est battrippant, mais d'un sens, c'est encourageant. Plus spécifiquement parce que, tu sais, on se sent moins d'une république de bananes, là, au final, dans la mesure où ce que, manifestement, c'est un package deal que mondialement, hein, que la Grande-Bretagne en tout pas le milieu, mais ensuite, parce que c'est un système parlementaire britannique, hein, puis ensuite les États-Unis qui l'ont exporté, qui l'ont imposé partout, ils nous ont prétendu ça, ce package deal-là, comme étant hein, la liberté, hein, puis on va l'imposer de force en Amérique latine, puis en Afrique. Mais on se rend compte, hein, n'importe où, là, que ce soit dans ces pays-là ou même chez nous, que si on ne voyait pas, puis on ne croyait pas, puis on ne comprenait pas que c'était partiel et déguisé, tu sais que c'est comme un gros chien enragé que tu y mets, je sais pas, du maquillage, puis un petit masque rose, puis des dentelles, bien, plus ça va, plus le masque il se défait, il se décompose, puis plus le chien enragé il se manifeste. Puis autrement dit, clairement, les chemins, les moyens par lesquels il pouvait tranquillement morpher cette démocratie-là en dictature pure et simple, mais de façon croissante toujours plus, là, progressive. Là. Ben là, ça veut dire, d'un, tu les montres beaucoup, là, ces chemins-là, puis de deux, ben, on le voit. Ça arrive sous nos yeux. Fait que, ça peut pas être plus clair. Je pense que ça peut pas être plus clair. Là. Fait que c'est clairement, s'il avait voulu vraiment que ça soit une démocratie, il n'aurait pas mis plein de moyens comme ça internes, tu sais, là, des petites failles, là, on va dire. Là, ouais, des belles failles. De sortie qui nous vont permettre en temps de nous rediriger tranquillement vers l'autoritarisme. Puis s'il n'a pas assez, on va s'en mettre d'autres. Tu sais, comme tu as dit tantôt, genre, on va dire ben, on va enlever l'affaire sur l'interdiction de mettre des poisons. On va préparer la vaccination obligatoire. On va patenter ça pour aller dans cette direction-là. C'est un peu comme ça qu'ils réussissent parce que en ayant ces gens-là, c'est des sectes de père en fils. Trudeau père, Trudeau fils, par exemple. C'est des gens qui ont des plans établis sur 2-3 générations, puis qui passent le reste du plan à leurs enfants. Tandis que nous autres, on est là, petit peuple, puis au bout d'une génération, c'est fini, on ne se souvient plus ce qui s'est passé à la génération d'avant. Fait que, tu sais, quand ils font de quoi en 1983, puis après ça en 95, puis après ça en 2000, puis après ça en 2021, puis ben, c'est tellement étendu sur le temps qu'il n'y a personne qui s'en rend compte. Il y a un changement qui est fait aujourd'hui qu'on se dit, ça passe dans le beurre parce qu'on ne le voit pas. On se dit, OK, c'est un changement qu'ils ont fait, on ne le comprend pas trop, mais ça prend tout son sens 20, 25, 30 ans plus tard. C'est un bouchon sur plusieurs générations. Oui, puis surtout que là-dedans, les affaires les plus importantes, les gens, ils ne voient même pas, puis ils ne comprennent pas. Puis, en fait, surtout que les vraies, les plus importantes, c'est juste toi qui comprends. Puis, d'ailleurs, je voudrais que tu m'en expliques toi. Là. Quand tu parlais que le Québec était déjà souverain, puis là, tu fais référence à deux éléments. J'en rajouterai un autre, hein, les statuts de Westminster, mais on ne se répète pas, on en avait déjà parlé. Mais tu fais référence à quelque chose en 1982, puis quelque chose en 2000. Je vais revenir là-dessus, mais 1982, il me semble que c'est le rapatriement de la Constitution, ça. Fait que là, pour toi, ça nous rend souverain? C'est ça que je comprends pas. Je vais vous montrer une loi qu'on a faite en 1982 qui s'appelle la loi concernant la loi constitutionnelle de 1982. Puis, ce que ça dit grosso modo, c'est que toutes les lois qu'on a au Parlement du Québec est remplacées avec cet ajout-là. Fait que là, on ne l'a pas dans nos lois. OK? On s'entend, ils n'ont jamais été rajoutés, ce bout-là, dans chacune des lois, mais c'est légal pareil. La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la loi constitutionnelle de 82. Donc, on a le mot indépendamment ici. Puis, pour vous sauver un peu de recherche, les articles 2 et 7 à 15 de la loi constitutionnelle de 1982, c'est les articles qui redonnent en 1982, dans leur constitution, les pouvoirs exécutifs au roi ou à la reine, donc à la couronne britannique. Fait que nous, on a adopté une loi qui dit, malgré la loi de 82, nos lois ont effet indépendamment du pouvoir exécutif remis au roi. Ça ressemble à quand on dit nonobstant, ça? C'est une indépendance.
Fait qu'il y a une différence entre l'indépendance et la souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir législatif. C'est de pouvoir voter ses propres lois. C'est ça, la souveraineté. L'indépendance, c'est quand tu peux mettre en place, donc l'exécutif, ses lois, sans avoir besoin d'un groupe extérieur. OK? C'est-à-dire que le Canada n'est pas indépendant parce que le Canada a redonné tous les pouvoirs exécutifs. Le chef de l'exécutif du Canada, c'est le roi Charles. C'est le roi Charles qui contrôle le militaire, c'est le roi Charles qui nomme le gouverneur général, puis après ça, le gouverneur général, au nom du roi, nomme les ministres et premiers ministres canadiens. Donc, le Canada n'est pas indépendant parce que sa branche exécutive dépend de la couronne britannique. Nous, au Québec, en 82, on a dit indépendamment de la couronne britannique, indépendamment du Canada. Mais là, donc ça, c'est un acte d'indépendance. Si je comprends bien, si je lis à travers les lignes, c'est que la fameuse rapatriement de Trudeau là, avec la reine, blablabla, on signe, alors qu'on avait l'impression que c'était un acte de souveraineté pour le Canada, je veux dire. C'était l'inverse. En même temps, c'est ça, il se trouvait, de par le fait même, sans trop le crier par les toits, à effectivement, dans les faits, officiellement rendre le pouvoir à la Grande-Bretagne. Tu sais, c'était comme. Exactement. Exactement, parce qu'en 1931, le statut de Westminster, l'Empire britannique a aboli ses dominions. Ils ont dit, nous, l'Empire britannique, on abolit nos dominions. Mais quoi de mieux qu'un esclave qui veut être ton esclave? Le spectacle de la Constitution canadienne, c'est le Canada qui dit, ouais, mais nous autres, on a décidé que finalement, on veut avoir la couronne britannique comme chef de l'exécutif. C'est pour ça que le Québec ne l'a pas signé. Il a dit, non, non, nous autres, on est libres depuis 1931. Et hors de question qu'on ressigne une constitution qui nous ramène sous la couronne britannique. Fait qu'entre 1931 et 82, le Canada était indépendant de la couronne britannique, mais ils ont redonné en 82 le pouvoir à la couronne britannique. Fait que ça, c'est clairement un acte d'indépendance du Québec qui dit que nos lois, notre Parlement, notre Assemblée nationale, notre gouvernement, nos institutions politiques, juridiques, sont toutes indépendants du pouvoir de la couronne britannique. Ça, c'est un acte d'indépendance. On catch l'intensité du bras de fer entre Trudeau et Lévesque. Hein? C'était. Ouais, non, c'était. La souveraineté, alors que l'autre, indépendamment que ces deux, c'était des socialistes, là, puis en tout cas, mais sur le fond de la souveraineté, Trudeau, c'était un moyen traître, là, il prendrait juste un Trudeau, puis un pet comme lui, là, pour. Ah ouais, totalement. Pour oser se faire, se prétendre, puis faire un show avec on est autonome, puis on est indépendant, puis ça, tout en se trouvant dans les faits avec exactement l'inverse. Fait que ça, c'était l'acte d'indépendance. Ici, en 2000, d'ailleurs, petit fait intéressant, cette loi-là a été votée par Mario Dumont et Joseph Facal, qui sont aujourd'hui 2 journalistes. C'est la loi qui a servi de fondement pour la Constitution présentée en 2025. Donc, quasi la totalité de cette loi-là, on peut la retrouver dans la loi constitutionnelle, presque mot pour mot, qui a été présentée le 9 octobre. Puis regardez ce qui est écrit à la fin. Aucun autre Parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité et la souveraineté de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. Fait que c'est pas écrit aucun autre Parlement ou gouvernement sauf le Parlement, aucun autre gouvernement sauf le gouvernement du Canada. Ceci est une déclaration primaire de souveraineté des institutions législatives. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'indépendance, on parle de souveraineté, parce que l'Assemblée nationale représente le pouvoir législatif. Donc, on a clairement ici une déclaration de souveraineté de notre pouvoir législatif. Puis quand ton pouvoir législatif est souverain, ben, ton État est souverain. Donc, on a une déclaration d'indépendance à 82, une déclaration de souveraineté en 2000. En fin 2000, donc on parle de décembre. Oui, c'est ça, c'est fait ça, me semble. On n'a pas entendu parler, ça. Je lisais les journaux déjà pas mal. Ben non.
Puis regarde la date, 13 décembre 2000, un an plus tard, sous l'urgence des deux tours à New York en 2001, septembre 2001, notre Assemblée nationale a été paralysée pendant quelques mois, on parle de 2, 3, 4 mois, et la loi sur la santé publique a été adoptée en novembre 2001. Donc, tout ça est relié, là. Tout ça est relié. Le Québec a déclaré souveraineté en 2000. Mario Dumont et Joseph Facal. Joseph Facal, c'est lui qui était ministre des Affaires internationales quand la loi a été présentée. Ils ont adopté cet acte-là. Les deux sont devenus journalistes. Ils n'en ont jamais parlé. Et un an plus tard, Legault déposait la loi sur la santé publique qui permet de légiférer. Là, ça pourrait pas être plus clairement la même petite gang que la petite gamique, parce que le gars qui a par la suite fait la CAQ en se servant des restants de l'ADQ de Mario Dumont. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est que à cette époque-là, en 2000, 2001, c'est qui le gouvernement qui était au pouvoir? Parce que, je veux dire, Mario Dumont et l'ADQ, ça n'a jamais été au pouvoir. Puis, Facal, il sortait d'où, lui? Là? Facal, il était ministre des Affaires intergouvernementales. C'est quoi, c'est un gouvernement libéral, ça? Je ne suis pas sûr. Joseph Facal, il faudrait aller voir Joseph Facal de quel parti. Moi, les partis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. C'est plus les lois qui sont déposées. Mais Joseph Facal était à ce moment-là ministre des Affaires. D'ailleurs, c'est Joseph Facal qui était derrière le référendum de 1995. Fait que Joseph Facal a fait le référendum de 1995. Puis en 2000, il dépose la Déclaration de souveraineté du Québec. Puis un an plus tard, Legault, il arrive, puis il dépose la loi sur la santé publique. Puis le problème de ça, c'est ça ici. La déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement entre en vigueur dès qu'ils sont exprimés. Puis entrer en vigueur est un terme législatif. Ça veut dire que le décret devient une loi. Donc, ça, là, je viens de checker, c'était les péquistes de Bernard Landry. Fait que, à ceux qui nous regardent, tu dis que tu t'occupes pas des partis, il y en a qu'une couple qui s'occupe des partis au Québec, là. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont comme yeah! Après Legault, ça va être les sauveurs du Québec, c'est un nouveau petit parti tout frais, là. Presque on connaît pas trop, là, son histoire, ça s'appelle le Parti québécois, là. Puis il est pur, lui, là. Il n'y a pas de squelette dans son placard, c'est du bon monde qu'il y a dedans, tu sais, comme Legault, Joseph Facal, bon, ben là, c'est tel que tel. Là. Mais je veux dire, toutes ces affaires-là, là, dans la loi de la santé publique, c'est Legault lui-même qui a fait ça pendant ce temps-là. Exactement. On a Mario Dumont qui était là. Regarde ici, ça, c'est une chose que j'ai faite souvent, que je fais moins souvent. Mais dans les projets de loi, fait que ça, c'est le projet de loi en 2000 sur la souveraineté du Québec, l'État du Québec. On a ici les séances. Tu peux lire mot pour mot tout ce qui s'est dit pendant les séances. OK. Ça dit quoi? Ici, tu vois, Mario Dumont, il était là. Puis tu peux voir ce que Mario Dumont a dit. Fait que, bon, Mario Dumont, il parle, puis tout le monde donne leur avis. Là, il parle des policiers, là, mais à un certain point, il parle de la loi 99. C'est un projet d'adoption du principe de loi. En fait, là, c'est simple. Même sans le lire, c'est assez évident ce qui s'est passé. Tu vois que Mario Dumont, il était quand même très respecté à l'époque, tellement, même s'il n'a jamais été élu, puis tout, puis il s'était récusé dans les médias, mais à l'interne, il faut croire que oui, il était respecté parce que, regarde, son autonomisme, hein, son nationalisme, on va dire, à la Duplessis, là, genre, on ne fait pas de référendum, puis on reste techniquement dans la fédération, mais en maximisant. Ben, ça a tellement été ce qui a été suivi parce que Legault en a fait la ligne officielle de la CAQ. Il a repris ça, en fait. Ouais. Puis tu vois que tous ces projets de loi, ces lois-là que tu demandes, ben, ils ont été beaucoup inspirés finalement par Mario Dumont puis Facal qui est comme devenu son. Oui, mais ça, c'était les marionnettes, mettons. Là. Joseph Facal a joué un très gros rôle là-dedans, ça c'est sûr. Il était déjà ministre aux Affaires intergouvernementales. Il a d'ailleurs écrit un gros document d'une trentaine de pages sur l'État constitutionnel du Québec, très intéressant à lire. Mais qui explique lui-même que le Québec est déjà libre, souverain, puis que le référendum, c'était pas pour prendre la décision, que c'était pour montrer qu'on pouvait prendre la décision.
C'est pour ça qu'a déposé Joseph Facal en 2000 la Déclaration de souveraineté du Québec. Mais tout ça, c'est la même gang. Ça fait 20-25 ans qu'ils sont là. Ça fait 20-25 ans qu'ils se préparent le chemin. Dumont et Facal étaient présents. Ils ont voté pour. Dumont a voté pour, mais ça, jamais. Ils sont devenus journalistes pas longtemps après. Là. Mais ça, jamais qu'ils ont parlé de cette loi-là. Là. Pas une fois. C'est ça qui est le plus incroyable. C'est que tu vois que ces gens-là, ils ont un plan. Ça fonctionne. Il y a des bases légales solides, même que tu es le premier à le reconnaître, que le Québec est techniquement un État souverain. L'affaire, c'est que c'est quoi cette affaire de le cacher là comme une vraie gang d'avocats? Tu sais, là, c'est malade. Louche, là, qui nous joue dans le dos, ou tu sais, comme des espèces de francs-maçons. Mais si vous avez caché, ça, c'est une bonne nouvelle. Criez là, c'est toi, youpi. Et où le bug? C'est quoi la crosse, là, tu sais? Ben, quand tu peux contrôler un pays puis que personne ne le sait que c'est un pays, tu as beaucoup d'avantages. Hein? Tu te mets l'argent dans les poches, tu peux détourner les fonds. Eux autres, il y avait des ententes avec le Canada de maintenir le spectacle. Puis, si le Québec est indépendant et souverain, pourquoi est-ce que le Canada nous perçoit des taxes et impôts? C'est pas supposé. Là. Ça c'est contre toutes les comment qu'on dit, les déclarations des droits de l'homme sur l'autodétermination des peuples. Tu ne peux pas avoir un pays. C'est comme si les États-Unis taxaient le Canada. Le Canada dirait, tu n'as pas à me taxer, je suis un pays indépendant. Mais là, c'est la même chose avec le Québec. On est un pays indépendant qui est taxé par un autre pays. Ça n'a aucun crise de sens. Ouais. Puis le pire, c'est que tu veux-tu en savoir une bonne? Juste avant le live, là, tu sais, moi, ce matin, dans le fond, là, puis jusqu'à midi, jusqu'avant qu'on fasse notre live, je travaillais sur un post vraiment sur le communisme au Québec. OK? Ben, vous checkerez, je le mettrai dans le lien. Là, je suis assez fier de ma shot. Là, je ne me répéterai pas. Mais à la fin de ça, là, parce que j'en ai encore une fois avec ma grande amie Lia, puis je me partais du budget, du dernier budget québécois. Je comparais, regarde, on va comparer, mettons, es-tu là? Es-tu encore là? Oui, je suis là. OK. Puis, tu sais, on va comparer, mettons, le budget, ne serait-ce qu'en termes de valeur, là, de Lénine avec le budget québécois. Et, tu sais, comme je ne répéterai pas, sauf qu'à la fin, je prenais, avec l'IA, l'aspect des transferts au fédéral et des transferts du fédéral au Québec. Puis là, tu fais une drôle de découverte. Apparemment, on recevrait 30 milliards. Okay, du fédéral. Sauf que j'ai dit, ouais, mais là, comment que nous, on donne? Parce qu'on transfère en sens inverse. Elle dit, ouais, mais là, c'est des approximations, je ne sais pas trop. Essaye, chaud, donne-moi une réponse, arrête de niaiser. Elle me dit, ben, ça sera entre 30 et 40 milliards. Fait que là, on redonnerait au moins autant au fédéral que ce qu'on en reçoit. Mm-hmm. C'est spécial, là, parce que, tu sais, on entend toujours, si on reste dans le fédéral, c'est pour l'argent à péréquation. Bon, ouais, sauf que au final du bilan, là, on reçoit quand même plus que ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mon opération Dodge, là, où est-ce que j'ai sorti plein de chiffres. Là. Notre ministre, c'est quel ministre? C'est le ministre de l'Immigration au Québec, là, peu importe de l'habitation, il reçoit des milliards de dollars du Canada pour héberger des immigrants. Les ministres au Québec reçoivent des milliards du Canada pour héberger des Ukrainiens. C'est tout payé, là. C'est appartement payé, bouffe payé, transport payé, tout est payé, et que ce soit immigration, Ukraine ou whatever. Fait que oui, il y a le côté, on reçoit en péréquation, on donne en taxes, puis on donne plus en taxes qu'on reçoit en péréquation. Mais de l'autre bord, le Canada donne aussi à nos ministres. Imagine, on a un autre gouvernement qui donne à notre gouvernement de l'argent pour des opérations, par exemple, d'immigration. Ils reçoivent plus d'argent pour loger des immigrants qu'ils reçoivent d'argent pour l'habitation au Québec. Parce que, parce que ce qui vient, parce que moi, pendant qu'on jasait, j'ai remis devant moi les chiffres, là, mais c'est parce que je dis les chiffres, mais tu comprends, c'est une question d'IA, mais qui peut peut-être faire des erreurs, puis aussi une question de, hey, dans le budget, je ne sais pas si tu as vu comment c'est fourré, là, c'est une catégorie par-ci, par-là. Ça n'a pas l'air avec leur objectif, eux autres, de faire un vrai bilan là, clair et net de qu'est-ce qu'on donne au total au fédéral, qu'est-ce qu'on reçoit au total, tout inclus du fédéral, parce que sinon, exemple, non, on n'a pas de registre au Québec pour ça. Non. Moi, ce que je vois, c'est 14 milliards péréquation, 4 milliards transferts canadiens en matière de programmes sociaux. Peut-être
Je dis peut-être que ça inclut ce que tu viens de dire, et 12 milliards de transferts canadiens en matière de santé. Mais écoute, même dans le post, à un moment donné, je dis, regardez, là, je sais que c'est mêlant, mais c'est pas moi qui fais les catégories. Tu sais, tu vois qu'encore là, s'ils font un budget, eux autres, ça va être des. C'est pas parce que c'est des comptables qui font des budgets que ça va être fait pour que ce soit facile à compter. C'est pas parce que c'est des légistes puis des politiciens qui font les lois que ça va être facile à lire. Puis surtout, comme on a vu tantôt, hein, c'est pas parce que c'est des avocats, au final, qui sont en arrière de tout ça, qu'il n'y aura pas de crosse, au contraire. Tu sais. Non, vraiment pas. Puis selon la loi au Québec, notre ministère des Finances puis le Trésor sont supposés de tenir des registres, puis ils le font pas. Fait que, tu sais, ça serait déjà plus facile à suivre et à calculer, puis à voir s'il y avait un registre des entrées d'argent que le Canada nous a donné, puis un Ah oui. registre des paiements faits. Mais là, c'est une boîte noire totalement. Puis je te dis, j'ai passé des semaines à chercher des registres au Québec. Zéro. Le Trésor, la Caisse de dépôt, puis le ministre des Finances ne tiennent aucun registre. Puis nos registres, parce qu'on a comme une gang là, qui est comme un consortium de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, puis de Québec, puis bref, comme un consortium des universités qui tiennent un certain registre. Mais ce registre-là est tout le temps 3-4 ans en retard parce qu'ils montent ce registre-là en utilisant les, euh, euh, les rapports finaux à la fin de l'année. Le gouvernement donne un rapport final, that's it. C'est même pas un registre. Là. Eux autres, ils scannent les documents, là, puis ils rentrent ça dans des tableaux, là, puis ils font tout ça à mi-terme. Mais c'est pas un registre, ça. 4-5 ans en retard en plus. On est supposé d'avoir des registres à jour. Si aujourd'hui le ministre des Finances fait une dépense, ça devrait être visible par tout le monde dans un registre Ah ouais. public. Puis ils tiennent Alors, aucun registre. On ne sait pas combien d'argent rentre, on ne sait pas combien d'argent sort, pourquoi c'est dépensé, dans quel projet. C'est complètement des black box, puis ça n'a aucun bon sens. alors, ils veulent surtout pas qu'on sache. Puis en fait, moins il y a de transparence, hein, parce qu'ils disent ah, transparence, ouais, c'est ça mon cul. Mais moins il y en a, plus on voit qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache. Tu sais, c'est comme dans un de mes derniers lives, je parlais des chemtrails, puis je disais, ben là, tu veux, tu fous. Une chose est sûre, dans la géoingénierie, on sait qu'il y en a, ils reconnaissent, mais ils ne font pas de registre. Il y a pas des, Non. Ils font des lois pour dire, tu sais, on dit aux États-Unis, là, ils font des lois par rapport aux chemtrails. Ouais, mais c'est facile de faire une loi. Mais même tout le monde a dit, ouais, mais tu fais une loi, mais tu ne démontres même pas qu'il y en a sur les faits. OK, mais les faits, c'est quoi? Ah, là, les faits, on ne commencera pas à comptabiliser, tu sais. Ben, Ah non, hein, c'est ça ça. ne devrait pas. Hein. C'est ça le problème quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est qu'ils ont bien beau faire une loi, mais de l'autre côté, puisqu'ils détiennent aussi le pouvoir exécutif et judiciaire, ils ne sont pas obligés de la respecter. Là. Fait que Oui, le monde, des fois, ils se contentent d'une loi, ils disent ah, il y a une loi qui est passée, c'est oui, bon, OK. Mais ceux qui s'occupent de la mettre en place, la loi, ils font-tu leur job de la mettre en place, la loi? c'est Et ça. là, la vraie question. Ben là, c'est la même gang de personnes qui mettent en place la loi, puis qui la votent, puis qui la jugent, puis hey, ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que c'est facile de faire une loi tape à l'œil, tu sais, comme une loi contre les chemtrails, exemple, aux États-Unis, puis là, tu fais un choix avec ça. Mais c'est toujours une affaire de magicien. Tu sais, pendant que j'attire ton alimentation sur ta main droite, qu'est-ce que je fais avec ma main gauche? Tu sais? Fait que, si on revient au niveau de la souveraineté, je veux dire, fédérale, provinciale, ben, ça, c'est le même principe. Les péquistes vont avoir leur propagande, les fédéralistes vont avoir leur propagande, blablabla. Bla, 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 bla. Je me souviens, Legault, dans le temps, lui-même, il était bien connu pour ça, faire un bilan de la souveraineté, puis dire voici, on serait gagnant pour ci, pour ça. Je ne sais pas où c'est qu'il prenait ses chiffres, parce qu'au moment où on se parle, je demande à l'IA aujourd'hui, OK, oui, mais c'est quoi là, l'apport que nous, on envoie fédéral? Ça, c'est pas. Elle-même, elle n'est pas capable de trouver l'information. Fait que, elle me le dit, fait que là, ça n'a pas l'air très clair. Là. Non, la transparence, c'est vraiment pas leur cheval de bataille pour du tout. C'est Non, quand, il faut tu sais, avouer que projet de loi constitutionnelle, puis il en parle quasiment nulle part. Bon, il en parle, il y a certaines personnes qui en parlent, là, mais je veux dire, on s'entend là, que ça devrait être parlé partout. En ce moment, là, on parle du futur du peuple du Québec. Puis là, ils sont en train d'adopter ça au Parlement sans référendum, sans consultation populaire, sans contrepartie, ça n'a aucun bon sens. Puis ça, comme j'ai démontré, c'est depuis 2000. Là. Depuis 2000 c'est avec Facal puis Dumont, puis Legault, puis ils étaient tous là. Ils ont tout mis en place. C'est des psychopathes. Carrément, ils étaient là il y a 25 ans pour mettre tout ça en place. Puis là, ils sont en train de clouer le cercueil aujourd'hui, 25 ans plus tard. Puis, tu sais, ça me fait penser tantôt, ça, je vous l'ai dit, quand on parlait de. Ben, tu sais, quand tu disais que, en réponse à moi, qui disait, ouais, mais pourquoi qu'ils ne disent pas, tu sais, c'est hot,
Mais tu dis, ben non, il y a des avantages, ils peuvent plus exploiter s'ils ont plus du pouvoir sans que les gens le sachent. Ben oui, le fameux combat souverainiste fédéraliste, là, ils peuvent jouer là-dessus, mais en background derrière, dans les lois, ça fait longtemps qu'ils savent et qu'ils gèrent le Québec comme étant souverain. Là. C'est juste qu'ils entretiennent ce combat-là comme un spectacle. Là. Tu vois que cette affaire de constitution-là, c'est la nouvelle goutte, la nouvelle cerise sur un Sunday qui se construit vraiment depuis des décennies, puis par la même petite gang, là, la petite gang des autonomistes, là, Legault, Facal, Dumont, Alouette, là, puis c'est leurs avocats. Puis moi, ce qui me faisait comme parallèle par rapport à ton argument, c'est de dire c'est comme les communautés autochtones qui sont pratiquement gérées comme des espèces de républiques de bananes, dans le sens, c'est quoi les contre-pouvoirs? C'est quoi la séparation des pouvoirs? En fait, ils en sont tellement conscients, les communautés, qui commencent eux-mêmes à faire aussi des propres constitutions pour essayer qu'il y ait au moins un début d'ordre légal quelconque, là, parce qu'en ce moment, là, si tu es citoyen dans une réserve, tu es mal pris. Tu n'as pas de recours. Ils font ce qu'ils veulent. Fait que c'est le même principe qu'on voit avec le provincial. On entretient un flou, on ne vous dit pas trop quel pouvoir qu'on a, quel qu'on n'a pas. On vous dira pas on fait ce qu'on veut parce que vous allez capoter, mais c'est ça pareil. Oui, totalement. Totalement. Écoute, maintenant qu'on a fait quand même pas mal le tour, je pense, je finirais ça là, pour commencer à déblatérer pour rien non plus. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, oui. Mais merci vraiment, Michael. Si tu as d'autres choses que tu vois passer par rapport à tout ça, gêne-toi pas. Merci vraiment de ton temps. Écoute, je voyais que tu avais d'autres choses à faire. Moi aussi, mais écoute, je pense qu'on a fait des bons guerriers patriotes de nous autres aujourd'hui. On s'est sacrifiés un petit peu. Il faut. C'était bien le fun plus qu'autre chose, extrêmement instructif en tout cas. Puis, sérieux, le monde, je sais pas, là, partagez ça, là, parce que, tu sais, je sais pas si vous voyez là, que le niveau d'importance puis de fondamentalisme, en tout cas, l'importance fondamentale là, que ça peut avoir, ce que vient de dire là, c'est comme plusieurs étages au-dessus de ce que vous avez en ce moment sur votre wall, les principaux influenceurs. Là, totalement. Bon, c'est ça. Merci beaucoup encore, Charles, de m'avoir reçu. Puis écoute, je vais continuer de suivre ça de proche. Puis s'il y a des nouvelles, je vais t'en faire part avec plaisir. Comme disait si bien François Pérusse, nous n'aurons pas ces morons-là. À part qu'on a très bien parti pour ça. Là. Ça, en tout cas, nous, Michael, on a fait notre job. C'est à vous de faire la vôtre, d'arrêter d'être masochiste là, en se calmant dans votre merde. Salut tout le monde. Salut Michael, merci. Au revoir, merci d'avoir écouté. Oui, salut.